Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Quand je rencontre des chefs indépendantistes, j'en profite souvent pour leur demander « Êtes-vous au courant qu'il y a des péages au canal de Panama, au canal de Suez, au canal de Kiel en Allemagne ?» Ils répondent oui. Et le savez-vous que dans tous les pays du monde qui sont traversés par des pipelines étrangers, on impose des frais de traversée? Ils disent oui. Alors si vous le savez, pour quelle raison est-ce qu'aucun chef indépendantiste au Québec n'utilise un argument aussi convaincant pour montrer à toute la population que l'indépendance, ça va être payant? Et là, ils se mettent à pétiner parce qu'ils ne savent pas trop quoi me dire. La simple vérité, c'est que des arguments de gagnants comme ça les rendent inconfortables. Ça ne cadre pas avec le discours de victimes qui sont habitués de nous servir depuis des siècles. C'est exactement la même chose du côté des immigrants, étant donné qu'aucun chef indépendantiste n'accepte de les mettre devant leurs contradictions et leurs responsabilités. Parce que si tous les immigrants nous parlent contre le racisme et contre la colonisation, il y en a seulement 10% qui ont la noblesse de se joindre à nous pour nous aider à nous libérer. Il commence à être grand temps de montrer aux immigrants que c'est tous les habitants du Québec qui vont être enrichis par l'indépendance et pour des raisons purement géographiques, des raisons permanentes qui n'ont absolument rien à voir avec la race ou la langue. Évidemment, il y a beaucoup de Québécois qui sont mal équipés pour montrer que l'indépendance, ça va être payant. Par exemple, même parmi ceux qui connaissent mes vidéos, il y en a encore beaucoup qui doutent du fait que ce soit très important qu'il y ait une différence d'altitude de 69 mètres entre Toronto et Montréal. Les gens me disent « Mais voyons non, 69 mètres, c'est pas important, Toronto est à 550 km de Montréal. » Ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ce sont des dizaines de milliers de tonnes de marchandises, de bois, de papier, de minerais, de produits finis, de conteneurs, qui doivent gravir ces 69 mètres-là chaque jour. Et que ces dépenses-là s'additionnent à toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, toutes les décennies, tous les siècles, au point de finir par représenter des sommes gigantesques. 69 mètres de différence. C'est tellement important qu'au 19e siècle, les Canadiens anglais ont obligé les Québécois à payer une grande partie de la construction du canal Lachine à Montréal et du canal Rideau à Ottawa, de façon à pouvoir développer la rive nord du lac Ontario, où se situe l'Ontario. Et ils ont recommencé en 1959 avec la voie maritime du Saint-Laurent qui nous a coûté un bras. Est-ce que les Québécois en ont profité? Ben non, c'est du vol. Parce que c'est pour nous voler que les Anglais nous ont envahis en 1760 et non pas pour nous donner de l'argent ou de la péréquation. Parce que l'impérialisme, ça fonctionne toujours de la même façon. Les envahisseurs attaquent le pays, gagnent la guerre et ensuite obligent les vaincus à payer les infrastructures qui vont permettre de vider le pays de sa richesse. Pour donner un exemple célèbre, Christophe Colomb allait aux Indes, qui était un pays à la richesse légendaire. Or, après que les Britanniques aient fini de vider le pays de sa substance, ça s'est transformé en l'Inde est devenu un pays de va-nu-pieds, pour ensuite, après l'indépendance, recommencer à accumuler de la richesse et à redevenir riche. On le voit de nos jours. Au Québec, ça a été exactement la même chose. Les Anglais nous ont obligés à financer une grande partie des infrastructures jusqu'au fin fond de la Colombie-Britannique et du Yukon, à l'époque où il n'y avait pas d'habitants par là-bas pour les payer et où on représentait une proportion beaucoup plus importante de la population. Pire, ils ne nous ont jamais payé pour passer par la vallée du Saint-Laurent que nous avions financé toutes les infrastructures. À cette époque-là, toutes ces infrastructures-là, payées par nos soins, permettaient à des grandes masses d'immigrants de remonter jusqu'à Montréal en bateau pour ensuite aller peupler les terres agricoles vides qui étaient dans l'Ouest. Évidemment, ce mouvement de colonisation-là est terminé depuis longtemps. Ça fait très longtemps que les immigrants ne viennent plus au Québec en bateau. Et ça fait très longtemps que l'immigration n'est plus agricole, mais une immigration urbaine. Ça fait au moins un siècle que l'Amérique du Nord est toute occupée et que la population qui vit dans son centre s'est remise en mouvement pour redescendre vers les côtes où sont situées les grandes villes. C'est l'effet de cuvette dont j'ai souvent parlé et qui, partout sur la planète, amène les gens à descendre du centre des continents, des pays en altitude, vers les plaines basses qui sont situées près des océans, où se fait désormais la majeure partie du commerce mondial. Alors, si le monde entier est organisé comme ça, comment se fait-il que le Québec, qui a accès à l'Atlantique par le fleuve Saint-Laurent, comment ça se fait que le Québec continue à regarder vers l'ouest, à tourner le dos à la richesse et au commerce mondial
pour regarder vers l'ouest, c'est-à-dire vers un désert qui se vide. Si le Québec fonctionne à l'envers, c'est tout simplement parce qu'il est organisé à l'envers. C'est parce qu'il est encore prisonnier d'un Canada qui fonctionne encore comme au 19e siècle. Au Québec, l'effet de cuvette dont je parle fonctionne seulement à moitié, parce que si les ressources naturelles continuent de couler des régions périphériques vers Montréal, une fois rendu là, une grande partie de notre richesse remonte vers l'Ontario, où a été artificiellement déménagée une grande partie de notre industrie tertiaire, qui paie les meilleurs salaires. Le pire, c'est que au moment même où le Canada anglais oblige notre économie à remonter vers l'Ontario, le grain et le pétrole de l'Alberta et les produits manufacturés de l'Ontario descendent de plus en plus à travers le Québec pour rejoindre l'Atlantique. Si c'est comme ça, c'est parce que depuis 1760, les Québécois ont eu contre eux les 3/4 au moins de leur gouvernement, c'est-à-dire tous les gouvernements fédéraux, et la moitié au moins des gouvernements de la province qui travaillaient en fonction des intérêts du Canada anglais. L'indépendance va mettre un terme à tout ça. D'abord, 100% de nos gouvernements vont se mettre à travailler uniquement en fonction de nos propres intérêts. Par exemple, en faisant vraiment du français la seule langue officielle du Québec ou en imposant des droits de traversée de notre territoire. Avec l'indépendance, on va assister à un renversement brutal de puissance entre le Québec et le Canada anglais qui va perdre d'un coup le quart de sa puissance, de sa population, de sa richesse et de ses impôts fédéraux, en plus d'être coupé en deux par le Québec. À ça va s'ajouter le fait que tout ce que le Canada va perdre, le Québec va le gagner. Alors quand on va ramener notre industrie tertiaire au Québec, Toronto va baisser alors que Montréal va monter. Ça va être exactement la même chose avec le retour de nos taxes fédérales d'Ottawa vers Québec. La ville d'Ottawa va baisser pendant que la ville de Québec va monter. En fait, l'affaiblissement d'Ottawa va également profiter à Montréal, étant donné qu'Ottawa est une ville artificielle qui a été construite à la limite des basses-terres du Saint-Laurent qui représente le territoire de rayonnement naturel de Montréal. En étant plus faible et moins riche, là, Ottawa va être moins en mesure de faire concurrence à Montréal dans son pays naturel. Avec l'indépendance, les Québécois vont non seulement arrêter de subventionner le développement de territoires comme le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, où ils ne vont jamais, mais ils vont pouvoir commencer à profiter à plein du fait que toute augmentation du commerce du Canada de l'Ouest avec le monde international, qui va traverser le Québec, va soulever notre économie un peu comme la marée le fait avec un bateau. Pour que tous les Québécois puissent profiter de cet enrichissement, notre gouvernement devrait se donner pour politique d'investir massivement dans les régions de façon à ce que la richesse ruisselle sur tout le territoire en enrichissant tout le monde avant d'aboutir à Montréal. Mais l'aspect le plus fascinant de l'indépendance, c'est le fait que les Québécois vont commencer à regarder ailleurs. Ils vont commencer à regarder vers le sud, vers les marchés américains, mais également vers l'est et les marchés internationaux, c'est-à-dire en tournant le dos au Canada de l'Ouest. Au Québec, les fédéralistes sont devenus de vrais champions lorsqu'il s'agit de dire l'inverse du bon sens. Par exemple, ils nous disent que si le Québec devient indépendant, il va se refermer sur le petit Québec, alors que l'idée, ça va être d'aller à l'ONU, dans toutes les assemblées internationales, d'ouvrir des ambassades partout dans le monde et de nous mêler directement de grands problèmes internationaux comme ceux du Moyen-Orient. Dans le Canada actuel, la grande aventure internationale, la grande ouverture sur le monde que nous proposent nos fédéralistes, c'est de nous rendre à 1 mm à l'extérieur du Québec, c'est-à-dire à Ottawa, pour nous faire donner des ordres par le Canada anglais. Une autre idée qu'ont popularisé les fédéralistes, c'est l'idée que si le Québec devient indépendant, le Canada anglais va contrôler ses communications avec l'Atlantique, étant donné qu'on va être obligé de passer par les eaux territoriales canadiennes au niveau du golfe du Saint-Laurent. Autrement dit, ils vont pouvoir nous taxer. Eh bien, ça, c'est faux. Parce que dans la loi internationale, dans le droit des mers, il existe un article qui s'appelle le droit de passage innocent et qui permet à n'importe qui de passer librement et gratuitement dans les eaux territoriales d'un pays étranger, s'il n'y a pas d'obstacle,
si c'est la seule façon d'atteindre les océans. Ce droit de passage innocent existe déjà dans le golfe du Saint-Laurent pour les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, et il existe également dans tous les détroits du monde, comme le détroit de Gibraltar, le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, le détroit de Tsushima, etc. Du côté sud, le Québec indépendant va avoir un accès direct au marché américain de la côte est grâce à la vallée du lac Champlain. Et ça va être la même chose pour les marchés de l'ouest américain, étant donné qu'on va pouvoir passer par la route américaine qui longe la rive plate et de basse altitude au sud des Grands Lacs. Autrement dit, si le Canada de l'Ouest va être obligé de passer à travers le Québec parce que nous occupons les deux rives de la vallée du Saint-Laurent, nous ne serons pas obligés de passer par chez lui, étant donné que l'Ontario n'occupe que la rive nord des Grands Lacs. Quant à l'idée que si Québec devient indépendant, le Canada anglais va se suicider en se joignant aux États-Unis, ça risque pas d'arriver, étant donné que les Canadiens anglais savent très bien que l'indépendance, c'est toujours payant. De toute façon, le Québec indépendant va faire une offre d'association au Canada anglais qu'il va s'empresser d'accepter, étant donné que le Canada de l'Ouest est enclavé et n'a pas d'accès direct aux océans, du moins à partir des montagnes rocheuses. En devenant indépendants, les Québécois vont vite se rendre compte qu'ils possèdent chez eux la quasi-totalité des atouts du Canada actuel, notamment par rapport aux États-Unis. Parce que pour les États-Unis, le Québec est un territoire tout à fait stratégique. Parce qu'on a une frontière commune avec eux, parce qu'on a un accès facile à plus de 8000 km de frontière entre le Canada et les États-Unis, et parce que s'il y avait une attaque nucléaire, les missiles qui viseraient la côte est américaine passeraient presque inévitablement par-dessus le territoire québécois. À ça s'ajoute le fait que les Québécois contrôlent deux actifs stratégiques importants pour les États-Unis, c'est-à-dire la voie maritime du Saint-Laurent et les barrages de la baie James qui alimentent en électricité la côte est des États-Unis. Pour ne pas avoir de problème du côté des Américains, un Québec indépendant devrait avoir pour politique, ce qui serait honnête et habile, de défendre lui-même les intérêts des États-Unis. Je dis que ce serait la chose habile à faire et honnête parce que les États-Unis, par leur seule présence, nous protègent de tout, notamment parce qu'ils dominent et qu'ils vont continuer à dominer totalement l'Atlantique Nord. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que toutes les futures grandes puissances du monde n'auront pas un accès facile à l'Atlantique Nord. Le Nigeria et le Brésil sont naturellement orientés vers l'Atlantique Sud. L'Inde est isolée dans l'océan Indien. La Chine est située au fond de l'océan Pacifique et la Russie est naturellement orientée vers l'océan Arctique. Dans le monde actuel et futur, seuls les États-Unis vont avoir un accès facile et direct à 3 océans différents. Pour ce qui est de l'avenir, les Québécois doivent prendre conscience que leur voie maritime va prendre de plus en plus d'importance pour l'Amérique du Nord, étant donné qu'elle est située à peu près à mi-chemin entre les deux grandes voies de communication entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, c'est-à-dire au sud, le canal de Panama, et au nord, le futur passage du Nord-Ouest qui va bientôt être ouvert chaque année au mois d'août et de septembre. Avec l'ouverture du passage du Nord-Ouest, l'Amérique va cesser d'être l'immense obstacle qu'elle a été depuis Christophe Colomb entre les deux océans. Et les exportations de l'Asie à destination du centre de l'Amérique du Nord vont passer de plus en plus par notre voie maritime. Économiquement, le fait pour le Québec indépendant de se tourner vers l'Atlantique va avoir pour effet curieux de nous rapprocher de l'Asie au lieu de nous en éloigner. Ça va être à peu près la même chose par la voie des airs, étant donné qu'un des plus courts chemins pour se rendre du Québec en Chine passe non pas par l'ouest, mais par le nord, en survolant le pôle Nord et la Sibérie. J'ai personnellement pris plusieurs fois ce chemin-là. À cette puissance stratégique va s'ajouter notre puissance démographique qui est loin d'être négligeable dans notre région du monde. Il commence à être temps que les Québécois se rendent compte qu'ils habitent une région froide de la planète, une région de basse énergie qui fait que la plupart des pays et des États qui nous environnent ont une population inférieure à la nôtre. En Amérique du Nord, il y a seulement 2 des 11 États, provinces et territoires qui entourent le Québec
qui ont une population supérieure à celle du Québec. C'est l'Ontario et l'État de New York. Et encore, dans le cas de l'État de New York, comme on peut le voir sur cette carte qui montre la répartition de la population aux États-Unis, les populations de l'État de New York sont tellement éloignées des frontières du Québec qu'on note une espèce de vide humain au niveau, au sud du Québec, au niveau de la chaîne montagneuse des Appalaches et des Adirondacks, ce qui est tout à fait normal. Quant à l'Ontario, il s'agit, comme on l'a dit, d'un territoire enclavé qui est et qui restera dépendant du Québec pour ses communications avec l'océan Atlantique. Dans l'Atlantique Nord également, le poids démographique du Québec va être intéressant, étant donné qu'il s'agit d'un océan qui est bordé par une foule de petites nations. C'est surtout vrai quand on additionne à ça les Caraïbes et l'Afrique atlantique. Une autre chose dont les Québécois doivent prendre conscience, c'est que le monde actuel est en train de subir de profondes métamorphoses dont l'indépendance du Québec ne sera qu'une des manifestations. Parce qu'il est complètement fini le temps où l'Europe déversait sur l'Amérique du Nord des masses d'immigrants qui y créaient un melting pot à l'européenne. Désormais, pour de simples raisons de proximité, la côte ouest de l'Amérique du Nord se peuple d'Asiatiques, le sud-ouest se peuple de Mexicains et de Latino-Américains, alors que dans le sud-est des États-Unis, beaucoup d'immigrants qui viennent des Caraïbes viennent renforcer la minorité noire qui est massivement concentrée dans le sud-est des États-Unis. Dans ce schéma-là, le Québec appartient à la zone de peuplement européen de l'Amérique du Nord, un phénomène que l'indépendance du Québec va renforcer en nous tournant vers l'Atlantique Nord. Avec la décadence actuelle de l'Europe et de tout l'Occident, il apparaît de plus en plus clairement que seulement l'océan Atlantique qui soit un océan européen et même un océan latin, étant donné que c'est sur ces rives que les langues espagnoles et portugaises ont obtenu leurs gains les plus durables. Quant à la francophonie, qui est une organisation de petits États, elle est également centrée sur l'Atlantique, étant donné que c'est sur ces rives que les peuples qui parlent le français forment comme un essaim. C'est la France, la Belgique, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Louisiane, Haïti, la Martinique, Guadeloupe, la Guyane, l'Afrique française et même le Maghreb. Malheureusement, avec le déclin actuel de la France, qui suit la décadence occidentale, il est à craindre que plusieurs de ces anciennes colonies abandonnent la langue française comme langue de communication. Le processus est déjà engagé dans des pays éloignés de l'océan Atlantique comme Madagascar, le Burundi et le Rwanda, qui ont déjà fait de l'anglais une de leurs langues officielles et où le français n'a jamais été vraiment parlé à la maison. Ce déclin de la France et de sa langue, qui est inévitable et regrettable, va quand même servir les intérêts du Québec en augmentant sa puissance relative au sein de la francophonie. À l'échelle plus globale, le Québec indépendant va pouvoir jouer un rôle intéressant. Dans l'histoire, il y a plusieurs petits peuples de marge qui ont joué des rôles importants. Je pense à la Grèce antique, par exemple, à la Hollande ou au Portugal entre le 15e et le 18e siècle, ou encore avec Israël au temps moderne. Compte tenu de leur histoire et de leur culture, les Québécois ont en effet des choses importantes à dire au reste du monde. Le fait que le Québec soit à la fois un pays naturel qui fabrique son peuple et un pays de passage qui est traversé depuis des siècles par des millions d'immigrants a eu pour résultat que les Québécois ont développé une culture qui supporte sans aucune violence la présence de minorités dont le total a souvent dépassé 20% de la population. Dans les autres pays, quand les minorités, surtout des minorités nouvelles, dépassent 10 ou 15% de la population, ça crée des flamèches. Mais pas ici. Contrairement au Canada anglais, qui est un pays presque totalement unilingue anglophone, le Québec est un véritable pays multiculturel où cohabitent plusieurs langues vivantes. La lutte du français et de l'anglais y est tellement intense que les linguistes disent que c'est ce qui favorise beaucoup la survie de petites langues comme le cri et l'inuktitut. Cette tolérance ne date pas d'hier, étant donné que dans notre passé, nous n'avons à peu près pas participé aux grands crimes contre l'humanité qui entachent la mémoire de tant de peuples européens et musulmans. Le Québec, comme je le dis toujours, représente une véritable superpuissance morale
qui devrait donner des leçons de morale aux autres plutôt que de s'en laisser donner. C'est le Québec qui a vraiment mis à la mode l'idée qu'il fallait un référendum gagnant avant de faire une indépendance. Et c'est au Québec que le nouveau premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a pris son pacifisme et sa méfiance à l'égard du pétrole sale de l'Alberta. Une autre caractéristique des Québécois qui pourrait être très utile à l'échelle internationale, c'est le fait qu'il s'agit à la fois d'Occidentaux et de colonisés qui n'ont pas encore réussi à se libérer, étant donné que cela leur fait comprendre d'instinct aussi bien les craintes des Occidentaux que les revendications des peuples anciennement colonisés. Cette double sensibilité ferait des Québécois de très bons juges impartiaux dans des conflits comme ceux qui, par exemple, opposent les Palestiniens aux Israéliens, et c'est d'autant plus vrai que le Québec est très éloigné des principaux points chauds de la planète. Le Québec indépendant devrait également faire la promotion des solutions qu'il a lui-même développées chez lui pour régler des problèmes typiquement québécois. Je pense par exemple à l'élégante solution qu'on a trouvée dans le Grand Nord du Québec et qui consiste à superposer deux civilisations sur le même territoire, les Autochtones s'occupant de chasse et de pêche et les Québécois s'occupant de développer les industries forestières, minières et hydroélectriques. Cette élégante solution, qui est confortable pour tout le monde, pourrait facilement être appliquée ailleurs sur la planète, dans les très nombreux pays qui ont des populations autochtones, mais également dans les pays où s'affrontent depuis des millénaires des peuples nomades et sédentaires. Je pense par exemple aux Touaregs du Sahara. Le Québec devrait également encourager les autres peuples du monde à signer des traités de réciprocité comme celui qu'on va exiger du Canada anglais pour la protection des minorités autochtones et linguistiques des deux côtés de la frontière. On le voit, le Québec a beaucoup de choses importantes à dire au reste du monde, mais pour les dire, il va d'abord falloir qu'ils sortent du Canada. Je vous encourage encore une fois à diffuser largement cette vidéo autour de vous. Je vous en remercie à l'avance et je vous salue.